Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Interaction. Donald Trump était hier en Floride pour lancer son appel du 18 juin. Le président américain sonne le tocsin pour sa réélection en 2020, plus de 500 jours avant l'échéance. Alors le lancement de sa campagne, ses chances de l'emporter et sa stratégie pour rester à la Maison-Blanche. On voit tout cela avec nos deux invités du jour. François Durper, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et spécialiste des États-Unis. Et puis Philippe Gély est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes le correspondant du Figaro à Washington, mais de passage à Paris, et donc on vous accueille avec plaisir. N'hésitez pas à poser toutes vos questions sur lefigaro.fr et sur Facebook. Nous sommes là pour y répondre et vous êtes déjà nombreux à commenter le titre de cette émission que nous venons de mettre en ligne. Avant de parler précisément de ce meeting d'Orlando, François, et de tout ce que Trump a dit pendant ce discours, bon, c'était un secret de polichinelle. Donald Trump va être candidat à sa réélection en 2020 et il s'avère d'ailleurs qu'il y a un seul candidat républicain qui veut se présenter contre lui. Il s'appelle William Weld et personne ne sait qui c'est. Oui, personne ne saura qui c'est de toute façon. C'est le candidat républicain, on le sait déjà, mais c'est important l'avantage institutionnel. D'abord, il part avant les démocrates. Les démocrates, ils seront la semaine prochaine en 2 débats, le 26 et le 27. Et l'avantage institutionnel, ça veut dire que lui, il a lancé quoi? Il a la campagne générale. Il est candidat. Et il est seul du côté républicain, on connaît le nom du candidat républicain. Et pendant que lui fait sa campagne générale, les démocrates, eux, feront une campagne primaire. Ça veut dire qu'à partir de la semaine prochaine, vous allez entendre dire que Joe Biden est trop vieux, que Sanders est trop à gauche, et ça ne sera pas Donald Trump qui le dira. Ça sera les démocrates entre eux. Et ça vous explique pourquoi, si vous avez moins de 27 ans aux États-Unis, vous n'avez jamais vu un président qui n'est pas réélu. Donald Trump va donc se placer au-dessus de la mêlée, ce qui n'est pas anodin de le dire. Philippe, 2 questions. Pourquoi la Floride ? Et pourquoi à 500 jours de l'échéance, même si François a déjà apporté des éléments de réponse là-dessus. Mais pourquoi la Floride ? La Floride, parce qu'évidemment, c'est un État crucial pour lui, y compris d'ailleurs la localisation, c'est-à-dire qu'Orlando est une ville extrêmement démocrate, mais elle est sur un axe, l'autoroute Tampa-Orlando, qui est là vraiment où la population fait basculer la Floride dans le camp démocrate ou dans le camp républicain. Ces dernières années, évidemment, plutôt dans le camp républicain. Et Trump connaît très bien sa géographie électorale, donc c'est un très bon choix. Cela dit, ils ont quand même dû affréter des bus pour faire venir les gens d'ailleurs à Orlando, parce que les locaux sont plutôt démocrates. Pourquoi 500 jours avant ? En fait, c'est beaucoup plus que 500 jours avant. Donald Trump est le premier président à avoir déposé ses papiers officiels de candidature devant la Commission électorale fédérale le 20 janvier 2017, le jour même de son investiture et de son entrée à la Maison-Blanche. Donc Donald Trump est en campagne permanente. Il est en campagne depuis le premier jour de sa présidence. Il en est à plus de 550 événements électoraux, que ce soit ce qu'on appelle des fundraising, des levées de fonds ou des rassemblements. Donc il est en campagne permanente. Il est en campagne aussi quand il est à la Maison-Blanche, la plupart du temps. Je veux dire, il gouverne, mais sa façon de gouverner est aussi une manière de faire campagne. Et pour rappeler aussi que la Floride est un État pivot, un État important, le premier débat entre les candidats démocrates, ce sera dans quelques jours, et ce sera en Floride. C'est très simple, dans la carte électorale, si Donald Trump perd la Floride, il lui suffit de perdre un des États du Midwest, le Wisconsin, l'Ohio, la Pennsylvanie, le Michigan, pour perdre l'élection. Je rappelle qu'il y a un sondage Twitter. Alors, en régie, est-ce qu'il est possible de le montrer en direct depuis la tablette qui est devant moi ? Voilà. Présidentielle américaine de 2020, Donald Trump va-t-il à nouveau déjouer les pronostics ? Car vous allez le voir dans cette émission. Mais pour l'instant, en tout cas, il est derrière dans certains sondages pour les intentions de vote de 2020. Voilà, pour l'instant, vous êtes 69% à dire qu'il va de nouveau déjouer les pronostics. On commentera ce résultat un petit peu plus tard dans l'émission. Il est temps d'écouter Donald Trump. Voici un bref extrait pour vous dire que le président américain n'a rien perdu de sa combativité. We went through the greatest witch hunt in political history. The only collusion was committed by the Democrats, the fake news media and their operatives, and the people who funded the phony dossier, crooked Hillary Clinton and the DNC.
Voilà, il fait huer tous ses adversaires, le DNC, Democrat National Committee, le parti démocrate, disons. Voilà, c'est important aussi de le voir comme cela. Donald Trump, il retrouve le costume qui lui plaît le mieux, celui d'homme de campagne, celui de cogneur, on va dire, pas forcément, ça lui permet de laisser ce costume d'homme présidentiel qui doit gérer les affaires courantes. Oui, et vous avez constaté que c'est la même chanson. Crooked Hillary, vous imaginez, il est sur Hillary Clinton, il a même dit à un moment dans son discours, voilà, il faut enquêter absolument, c'est scandaleux, les emails d'Hillary Clinton, ça c'était la campagne de 2016. Mais parce qu'en fait, comme vous savez, un vieux chanteur, il a besoin, face à ses fans, de chanter les vieux tubes. Et bien là, et le public qui reprend en chœur le refrain, il faut mettre Hillary bien sur sûr, les il a l'impression qu'est-ce qu'Hillary n'est pas dans la campagne, Hillary Clinton n'est pas dans la campagne, mais ça lui permet de dire, voilà, si moi j'avais un email, même envoyé à Melania, ce qu'il a dit cette nuit, et même un email d'amour, et si je l'avais effacé, on m'aurait guillotiné. Donc, si vous voulez, ça fait partie du personnage, mais ça montre quand même une chose, ça veut dire que là, on n'est pas dans une campagne de promesses, on est une campagne de bilan. Il y a peu de candidats qui peuvent avoir le même slogan 4 ans après. Là, il a le même slogan qui teste, Keep America Great ou Make America Great Again. Donc, et ça continue à fonctionner. Alors, il y a une très grande différence. C'est qu'aujourd'hui, il a l'avantage organisationnel et financier, plus 80 millions de dollars. Vous vous rappelez du conseiller qui disait, il y a 4 ans, il y a 3 ans, on est en train de construire un avion, mais il est déjà en plein vol. Ça montre le degré d'amateurisme de la campagne de 2016. Là, il n'y a pas de degré d'amateurisme. Mais alors, est-ce que c'est un avantage ou est-ce que c'est un inconvénient? Parce qu'il pouvait jouer aussi en 2016 sur une fraîcheur, sur un aspect un petit peu improvisé. Philippe? A priori, sur la ligne de départ, c'est plutôt un avantage. Il a annexé complètement le Parti républicain, du moins 2 volets essentiels du Parti républicain, qui sont les organisations de terrain et les levées de fonds, qui ne font plus qu'un avec sa campagne. Ça s'appelle Trump Victory. Et ça, c'est un gros avantage. Comme le disait François, l'avantage institutionnel du sortant, ce n'est pas seulement un avantage de bilan, de pouvoir dire, regardez, l'économie se porte très bien, etc. C'est surtout qu'il occupe le terrain. Il occupe déjà entièrement le terrain côté républicain, comme on l'a dit, et tout son objectif va être d'occuper au maximum, et c'est aussi pour ça qu'il se lance très tôt, d'occuper tout le terrain électoral, y compris d'asphyxier les démocrates, de dicter les thèmes de leurs débats, de leurs disputes. Il va essayer de leur pourrir la vie, et il a un certain talent pour ça. Et il a un certain talent. On va maintenant contextualiser un petit peu plus cette question que l'on vous pose. Va-t-il déjouer les pronostics? Car vous allez le découvrir à travers ces sondages. Alors c'est un sondage diffusé sur MSNBC, mais vous pouvez voir que c'est un sondage Fox News, donc forcément un sondage que le président américain a pu voir. Et puis vous pouvez constater que sur ces candidats considérés comme favoris pour la primaire démocrate, eh bien il perd de 10 points contre Joe Biden, de 10 points également contre Bernie Sanders, et puis l'écart est un petit peu plus réduit avec Elizabeth Warren, Kamala Harris et Pete Buttigieg. On le rappelle, la présidentielle américaine ne se joue pas au suffrage universel et nous sommes à 500 jours de l'élection américaine. Donc que valent ces sondages pour vous, François? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, si on regarde dans l'histoire des États-Unis, en 1996, Dole doit l'emporter, si on prend un an et demi avant, il doit l'emporter de 6 points contre Clinton. Vous savez que l'histoire en a voulu autrement. Si on prend exactement la même date, en juin 2000, on fait une émission Figaro en juin 2007. Qu'est-ce qu'on dit ? On dit que Rudolph Giuliani a de fortes chances de l'emporter contre Hillary Clinton, puisque la favorite des démocrates, c'est Hillary Clinton, Giuliani du côté des républicains, et Giuliani doit battre Clinton normalement dans 1 an et demi. Et ça a été Obama du côté démocrate et qui a battu John McCain du côté républicain. Donc il faut faire très attention à ces sondages, d'autant plus que Philippe l'a dit, de toute façon on n'est pas dans une élection nationale générale, ça ne l'intéresse pas les sondages nationaux de Donald Trump, et il a raison. Ce qui l'intéresse, c'est les sondages État par État, savoir, qui ne sont pas bons non plus. Qui ne sont pas bons non plus, notamment, il y a même pire que les sondages. Il y a l'élection mid-term. L'élection mid-term, elle a montré quoi? Elle a montré dans les fameux États dont on parlait tout à l'heure, Michigan, Ohio, Pennsylvanie, les États de la Rust Belt, les États, le Blue Wall, le mur bleu, normalement, il est démocrate. Mais ils ont voté Reagan, par exemple, à la fin des années 70, et puis ils ont voté pour
Donald Trump. Là, ça s'est mal passé dans le mid-term pour les républicains. Donc ça veut dire qu'il va falloir soit inventer une nouvelle carte électorale, d'où l'insistance sur le mur avec le Nouveau-Mexique, soit renverser la vapeur dans ces États-là. Et ça, c'est fondamental. Vous dites que les sondages ne sont pas bons État par État. C'est d'ailleurs une question que a posée le journaliste vedette d'ABC News, George Stephanopoulos, dans une limousine. Vous allez voir. La mise en scène est assez curieuse, mais en tout cas, on interroge le président américain sur ces États où Joe Biden est censé le battre. Réponse du président. There's no way he beats me in Texas. But even your own polls show you're behind right now, don't they? No, my polls show that I'm winning everywhere. I don't know. We've all seen these reports that with 15 out of 17 states, you spent $2 million on a poll and you're behind in 15 out of 17 states. Nobody showed you those polls because those polls don't exist, George. Those polls don't exist. But I just had a meeting with somebody that's a pollster, and I'm winning everywhere. Comment vous interprétez cette séquence, Philippe? Mais d'abord, il faut dire que le directeur de campagne de Trump le dément, c'est-à-dire a reconnu qu'il y a eu des sondages réalisés dans 17 États. Ces sondages ont fuité de manière délibérée pour convaincre Trump qu'il allait devoir se bagarrer sérieusement. En fait, la seule vertu des sondages à ce stade, c'est ça. Ce n'est pas du tout de pouvoir en tirer des conclusions sur qui va gagner l'élection, etc. Les sondages sont un aiguillon. Et en l'espèce, ce n'est pas du tout un hasard si ces sondages dans 17 États qui étaient effectivement mauvais ont fuité. Le directeur de campagne, Brad Parscale, a reconnu l'existence de ces sondages. Et Trump lui-même a licencié plusieurs des instituts de sondage qui avaient produit ces sondages parce qu'il était mécontent des résultats. Donc le but, c'est que les républicains qui prennent un peu peur, voyant ces sondages, mettent un peu plus de pression sur Trump pour qu'il se donne un peu plus? Non, son équipe de campagne, ce que vient de dire Philippe, pas parler des républicains, il a parlé de Brad Parscale, c'est très précis. Est-ce que ça correspond à une crainte chez les républicains de voir leur président perdre l'élection? Trump fait peur. Mais vous dites, on dit à l'extérieur, il est ingérable. Les médias du Nord-Est ne sont pas les seuls à dire Donald Trump est ingérable. Ses propres équipes et son équipe. Et maintenant, ils en ont pris leur parti. Donc ils disent comment on fonctionne maintenant dans la campagne avec notre président. Comment on fonctionne? Brad Parscale, il dit on ne va pas faire de stratégie à long terme. Ça ne sert à rien des stratégies, puisque chaque jour, il dit quelque chose de différent. Donc il dit on va faire des successions de petites tactiques. Ensuite, normalement, vous alimentez un candidat. Ça, Donald Trump, il a horreur qu'on lui donne des fiches, de lui dire aujourd'hui, vous allez parler ça, monsieur le président. Non, il fait son tweet bien avant ses équipes de campagne le matin, et ce sont ces équipes qui doivent suivre ce que Donald Trump a dit. Il y a une anecdote qui en dit long, que dit son gendre, Jared Kushner, aux militants. Il dit, parce que les militants, ils disent, mais contre qui on va attaquer? On va attaquer Sanders, on va attaquer Elizabeth Warren, on va attaquer Joe Biden. C'est quoi la stratégie? Et Kushner, il leur répond, suivez l'insulte. Si lundi, Donald insulte Biden, et bien toute la journée, Biden, il est affreux. Si c'est Elizabeth Warren le mardi, vous suivez l'insulte, vous suivez le président. C'est bien lui le leader. Là, il s'agissait, Philippe l'a bien montré, de dire à Donald Trump, il faut y aller, il faut rentrer en campagne, elle n'est pas gagnée cette campagne encore. Juste un mot, parce que l'organisation, on l'a dit au début, est verrouillée, vraiment très très efficace au niveau de l'argent, au niveau du terrain. Ils ont déjà 80 millions, permanents. Oui, mais il y a 80 staffeurs payés à plein temps dans la campagne de Trump. Il y a 13 ou 15 directeurs de campagne dans les États. Par contre, au niveau du message, il n'y a rien. Alors justement, c'est-à-dire que le message, c'est Trump. Parlons-en de l'argent, on devait en parler un petit peu plus tard, mais pour vous montrer une petite séquence justement de ce rallye de campagne d'hier à Orlando. Vous allez le voir peut-être au ralenti, mais sur les images, en bas de l'écran, vous voyez des choses défiler. Et eh bien, si on fait un arrêt sur image, vous pouvez voir que voilà, par exemple, Edward Kay a donné $50 et qui vient du Nevada, que Martha a donné $100, que Terry a donné $10. Et pendant tout le meeting, vous avez ces noms et ces prénoms avec l'État et les gens qui ont forcément donné à l'instant, en appelant d'ailleurs le 88022, sont ravis de voir leur nom défiler. Pour vous dire que la machine financière, elle est déjà bien en marche. Est-ce qu'on a déjà des chiffres d'ailleurs sur l'argent qui a été récolté depuis le début de sa présidence? Plus de 80 millions de dollars. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce sont des petits donateurs. Il y a les règles électorales aux États-Unis qui permettent effectivement de dire c'est l'ensemble du peuple américain qui se mobilise
mobilise, du peuple de Donald Trump qui se mobilise derrière lui. Et dans cette question de Kidon, ce qui est important, c'est de préciser que cette fois-ci, on a une très bonne entente entre Brad Parscale et Ronna McDaniel, qui est la présidente du RNC, des Républicains. Et ça, pour le coup, c'est nouveau par rapport à 2016, où il était outsider au sein même de son propre parti. Là, on fait caisse commune et on dit les Républicains, Donald Trump, c'est une seule et même boutique et on va financièrement ensemble au combat. Allez, on vous donne la parole quelques instants maintenant. Vous êtes nombreux à commenter ce sondage sur Twitter. Tom nous dit oui, c'est absolument possible qu'il déjoue les pronostics car son soutien est culturel, particulièrement dans le centre du pays. C'est une question d'identité sociale et pas un choix rationnel. Jackman qui dit Trump fait de la politique à court terme et les résultats sont là, mais sur le long terme, les Américains risquent d'y laisser des plumes, mais lui ne sera plus là. Et puis, citons aussi Moussabo qui nous dit les Américains voient le résultat de son travail, même s'il n'est pas très bien vu de l'autre côté de l'Atlantique. Oui, ça, c'est une illusion, je veux dire. Trump, la question centrale pour savoir si Trump sera réélu, on sait qu'il a une base très très solide. C'est plus qu'un parti, c'est presque une secte parfois. Il peut faire n'importe quoi auprès des gens qui sont à fond derrière lui, il peut faire n'importe quoi. On va montrer d'ailleurs sa cote de popularité. Vous le disiez encore récemment dans le Figaro, elle est assez stable et justement c'est un très très stable, mais le problème c'est d'augmenter sa base. Et ça, il y a une inconnue. Comme le disait François, les midterms, les élections de mi-mandat en novembre dernier n'ont pas montré qu'il avait vraiment réussi à élargir. Et l'élection comme les autres, celle-ci comme les autres, va se jouer à la marge. C'est-à-dire quelle est la part des indépendants, des modérés, qu'il est capable de convaincre. Et un élément essentiel de la réponse à cette question-là viendra du candidat démocrate. C'est-à-dire que là, on fait de la théorie, mais tant que Trump n'a pas d'adversaire, s'il a un adversaire très combatif comme lui, admettons, Joe Biden, etc., il ne va pas se comporter de la même manière que si c'est une femme, que si c'est un jeune homosexuel, etc. Donc, pour l'instant, il se bat un peu tout seul contre des moulins. Et il pourrait vanter son bilan économique qui n'est pas mauvais. Et pourtant, ce n'est pas un refrain qu'on entend aussi souvent que cela. On l'entend plus cogner contre ses futurs possibles adversaires. On l'entend plus cogner, vous le disiez d'ailleurs en début de meeting, contre Hillary Clinton, contre l'enquête de Robert Mueller. Mais voilà, il pourrait tout simplement, à la limite, dire « Regardez, j'ai fait du bon travail, poursuivez il a fait les trois choses un peu cette nuit. Hein. Il a fait la victimisation, donc les médias, ce qui fonctionne pas mal. Il a coché toutes les cases et il va le refaire. Je suis l'homme qui a tenu toutes ses promesses, donc il va mobiliser sa base. Je coche ça et à chaque fois, il en parle. C'est pas le cas pour vous? Si. Et puis la troisième chose, c'est qu'il parle quand même, il a quand même beaucoup parlé d'économie encore, en disant regardez l'économie. Mais après, peut-être il est un peu prudent parce qu'il sait que de toute façon, c'est pas l'économie des économistes qui va peser. C'est un économiste qui va vous dire en septembre 2020, l'économie a été formidable depuis le début du mandat, mais par contre ça va pas très bien ce mois-ci, aura moins de poids que l'état d'esprit de l'Américain le 3 novembre au matin au petit déjeuner, qui se dira quelle est ma situation et qui va voter. Voilà, donc c'est très. Mais ce qui est très important, et je redis un mot, Philippe a dit quelque chose, toute cette élection, elle est organisée pour 6 millions d'Américains. Vous avez vu que 6 millions, ce n'est pas le nombre d'électeurs. Hein. Pourquoi ? Parce que l'Amérique est tellement divisée aujourd'hui. Vous avez, je vous donne un chiffre, en 2012, 48% des républicains étaient des blancs non scolarisés. Avec Trump, c'est passé à 59%. Les élections mi-terme ont été gagnées par les républicains. 4 points d'avance. Chez les hommes, chez les femmes, ils ont perdu avec plus de 10 points d'avance. Tout est tellement polarisé que tout se joue sur ces 6 millions d'électeurs. Et chez les minorités, c'est pire. 8% chez les Noirs, même si Donald Trump dit « je fais bien aussi chez les Noirs ». Non, 8% chez les Noirs, 28% chez les Hispaniques, 27% chez les Asiatiques, c'est très mauvais. Donc en fait, tout se joue sur 6 millions d'hommes blancs, indécis dans les swing states, notamment dans les États du Midwest. C'est-à-dire ceux, et il n'y en a pas beaucoup aux États-Unis, qui ont voté Obama en 2008 et qui ont voté Trump en 2012 et qui vont peut-être voter pour Biden ou pour Donald Trump. Alors là-dessus, le sondage a combien de milliers de dollars? Qu'est-ce qui les intéresse à ces gens-là? D'un mot,
l'économie et surtout le patriotisme économique, le libre-échange, ça les intéresse. On va laisser justement ces sondages que vous pouvez voir aujourd'hui, car vous pouvez voir qu'en deuxième place et en troisième place, il y a Bernie Sanders et Elizabeth Warren. Bernie Sanders, par exemple, qui s'auto-revendique socialiste. Et il y a une musique que l'on écoute de plus en plus depuis plusieurs mois maintenant dans les rallyes de Trump, dans les rassemblements républicains, c'est que le pays ne doit pas se retrouver dans les mains de la gauche radicale. Et hier encore, Donald Trump a martelé ce message. America will never be a socialist country, ever. Republicans do not believe in socialism. We believe in freedom, and so do you. Alors, cette bonne guerre, à la limite, on pourrait dire que c'est un message politique qui va marteler jusqu'à 2020. Ouais, il faut peut-être un peu détrumpiser ce qu'il vient de dire, parce que si on fait l'histoire des élections américaines, un candidat républicain qui qualifie les démocrates de socialistes, ça s'est vu par le passé. Même si les démocrates ne sont pas socialistes, ça s'est déjà vu. Il faut savoir de quoi on parle. On parle de la sécurité sociale, au concept français, c'est-à-dire une assurance maladie publique pour tout le monde. C'est ça le socialisme décrit par Trump. Donc ça, c'est pas un excès de Donald Trump, ou alors c'est un excès de tous les candidats républicains, mais même McCain avait dit Obama encore valeur d'injure de l'autre côté de l'Atlantique. Voilà, c'est pour ça qu'il le répète. Mais ceci dit, il y a une scission. Une scission en tout cas, où deux clans aujourd'hui au Parti démocrate, entre cette gauche progressiste, peut-être un petit peu plus proche de Joe Biden, et cette gauche d'Elizabeth Warren, de Bernie Sanders, et même si elle n'est pas candidate, d'Ocasio-Cortez. Mais l'assurance maladie pour tous gagne du terrain, en particulier évidemment du côté des démocrates. Il y a encore un débat pour savoir si elle doit être publique ou privée. Des gens modérés, aux critères américains comme Biden, pensent qu'il faut que ce soit des compagnies d'assurance privées. Les plus radicaux à gauche considèrent qu'en fait, il faut nationaliser et généraliser Medicaid, qui est l'assurance maladie pour les gens les plus pauvres. Mais aujourd'hui, c'est au cœur du débat dans le camp démocrate. Ça va être un sujet central des primaires démocrates. Trump reste sur la touche et dit, regardez, ce sont des socialistes. Est-ce que ça va suffire? C'est pas sûr du tout. C'est le genre d'argument électoral qui peut être tout à fait à double tranchant. Est-ce qu'on peut revenir aussi d'un mot sur cette polémique, toujours d'ailleurs dans cette interview d'ABC News, dont on a vu un extrait en début d'émission, où Trump, à un autre moment, dit oui, si une puissance étrangère me donnait des informations compromettantes sur l'un de mes adversaires, je l'accepterai, en tout cas je l'écouterai, et peut-être qu'un peu plus tard, j'appellerai le FBI, évidemment, contrairement à ce qu'il faudrait faire de l'autre côté de l'Atlantique. Et contrairement à ce qu'avait fait Al Gore, parce que ça s'est produit en 2000, et évidemment, le candidat à l'époque avait contacté aussitôt le FBI. Mais Trump n'a pas cette culture, il n'a simplement pas cette culture de service public, si vous voulez, et donc, c'est lui contre le reste du monde. Et si on veut m'aider, pourquoi je refuserais qu'on m'aide, même si ça vient de l'étranger? Et même si ça vient d'une puissance considérée hostile, évidemment que ça fait écho... Mais Trump ne considère pas des puissances hostiles. Il n'a pas d'amis, pas d'alliés et pas d'ennemis non plus. Il y a juste des interlocuteurs avec lesquels il dialogue. Le dialogue est ouvert, il est prêt à dialoguer avec les Iraniens, il dialogue avec le Nord-Coréen, etc. Trump n'a pas d'alliés. Et ça en dit long aussi sur la violence de cette campagne qui se prépare et qui a déjà commencé. Steve Bannon, ancien conseiller de Trump, disait déjà que 2019 allait être l'année la plus violente dans l'histoire des États-Unis. D'ailleurs. Alors ça, c'est aussi... Alors je suis désolé, l'historien qui dit que rien n'est jamais nouveau, c'est aussi... là, c'est pas nouveau, les historiens le disent toujours, mais alors reprenez les débats. La campagne la plus violente, ça, on l'a tous les 4 ans. La campagne la plus violente, ça n'a jamais été aussi violent. Vous vous rappelez, dans les années 60, c'était des candidats qu'on assassinait. Donc ça ne sera pas la campagne la plus violente. Par contre, ce qui est nouveau, c'est un candidat qui a 15 enquêtes criminelles et civiles de 9 agences fédérales, étatiques ou locales contre lui. Ça, même Richard Nixon n'a pas eu ça. Il est tombé sur le Watergate, même Richard Nixon n'a pas eu ça. Et ce qui est nouveau aussi, c'est un candidat qui n'a pas peur de ces 15 enquêtes, mais qui veut s'en servir pour gagner les élections, en disant ces enquêtes qui concernent des choses aussi différentes que sa fortune personnelle, son entreprise, les élections de 2016, très bien, mais aussi son investiture de 2017, des enquêtes très précises.
Mais ces enquêtes très précises, on les globalise en disant ça, c'est le complot des démocrates et des fake news médias. Ce sont les médias qui vous inventent ça. Et ça marche auprès de son électorat, cette stratégie de victimisation. Pour revenir enfin sur le sondage Twitter, vous êtes 69% à estimer qu'il va de nouveau déjouer les pronostics, mais on l'a dit et répété dans cette émission, aujourd'hui, on ne sait pas qui sera son adversaire, c'est trop tôt pour le dire. À quel moment est-ce que l'on peut avoir des indicateurs suffisants pour se prononcer? On rappelle que 48 heures... Sur ses chances d'être réélu? Sur ses chances réelles d'être réélu. Et je vous dis cela parce que 48 heures avant l'élection en novembre 2016, certains journaux comme le New York Times estimaient à 98% les chances d'Hillary Clinton de l'emporter. Oui, les raisons, c'est que, de fait, Trump a été élu en passant par le chat d'une aiguille. Il a gagné les 3 États clés du Midwest, Wisconsin, Michigan et Pennsylvanie, de moins de 1% des voix, en perdant le vote populaire. C'est moins d'un stade de foot. Hein. Oui, voilà. 70 000 personnes. C'est 79 000 personnes au total dans 3 États, contre un vote populaire en sa défaveur de 3 millions. Donc c'est évident que les instituts de sondage avaient du mal à prévoir quelque chose comme ça. Et la leçon qu'on peut en tirer, c'est que Trump peut parfaitement être réélu, bien entendu, en 2020. Mais il ne sera pas réélu de la même manière qu'il a été élu en 2016. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on fait un coup comme ça à 3 bandes, une fois dans sa vie, on ne le fait pas 2 fois. Donc, pour l'instant, il a la posture comme le disait François, il est la victime, mais en même temps, il est le candidat favori d'une certaine manière, puisqu'il est le sortant. Et il va devoir occuper l'espace et faire une campagne de sortant et de favori. Je ne crois pas qu'il puisse être réélu par surprise, si vous voulez. C'est pas possible. Quand on est un président sortant, on ne peut pas être réélu par surprise. Ou bien il élargit sa base, et les démocrates l'y aident en nommant un candidat qui est un mauvais candidat pour eux et un bon candidat pour Donald Trump, et c'est tout à fait possible, mais il ne sera pas réélu de la même manière en passant par le chat d'une aiguille. C'est compliqué pour les démocrates, parce qu'ils sont toujours ils savent comment ils ont perdu en 2016, mais ils ne savent pas si Sanders n'aurait pas fait mieux, par exemple, qu'Hillary Clinton, parce que qu'est-ce que Sanders aurait fait dans le Michigan? C'est toute l'angoisse des primaires. Qu'est-ce qu'il aurait fait en Pennsylvanie, Sanders, avec son discours très à gauche? Hillary Clinton n'a gagné aucun État que Sanders aurait perdu. Elle n'a pas gagné la Floride, par exemple. Donc ça veut dire que cette histoire d'avoir d'un côté un parti centriste, proche des minorités, etc., et de l'autre un parti plus à gauche qui va chercher les ouvriers blancs, ça c'est complètement des histoires. Hillary Clinton n'a pas gagné ces États-là. Et Sanders, lui, n'aurait pas perdu les États que Donald Trump a gagné et qui l'ont fait gagner. Donc, et là, ils se retrouvent avec à peu près les mêmes problèmes sur le plan idéologique. Ils ne vont pas trancher simplement entre des personnalités, l'un est trop vieux, l'autre... Ils vont devoir trancher une ligne politique. Et ce sont les électeurs qui vont le faire. Mais ils vont d'abord choisir une personnalité quand même. C'est-à-dire que les démocrates, il y a un adage qui fonctionne à chaque fois dans la politique américaine, c'est « The Republicans fall in line, the Democrats fall in love ». Les démocrates ont besoin d'être inspirés par un candidat et d'adhérer. Bon, et les républicains sont beaucoup plus disciplinés. Et la primaire n'est pas une bataille la primaire démocrate n'est pas une bataille de programme. Les programmes, évidemment, sont différents. Même si on mais on choisit d'abord, les démocrates vont choisir une personnalité, et le programme du candidat qui émergera des primaires sera la synthèse de tout un tas de choses qu'ont proposé les différents rivaux. Merci beaucoup en tout cas, pour faire la synthèse. messieurs. Le titre de l'émission, c'était Donald Trump va-t-il à nouveau déjouer les pronostics? Je crois que nous avons posé plus de questions que nous avons apporté de réponses. Il peut le déjouer. Mais évidemment, un candidat favori nous sommes qui est à derrière 500 dans les sondages. jours. C'est un bon résumé. Nous sommes à 500 jours de l'élection. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Merci à vous François Durper et Philippe Gély d'avoir été nos invités. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau numéro d'Interaction. Ciao.